J'ai rarement le temps de faire relire parce que je travaille toujours jusqu'au dernier moment. Voilà. Merci. Alors, je suis psychologue et en fait, comment je suis venue à la psychologie et à tout ça? C'est en fait, c'était en 95, il y avait un livre qui était sorti, c'est le livre sur l'intelligence émotionnelle de Goleman. En fait, c'est un livre, je suis tombée dessus, c'est plutôt mes parents qui le lisaient, et je suis tombée dedans. En fait, ce livre, il parle que, en fait, le facteur succès, voilà, comment on réussit dans la vie, ben, c'est pas que l'intelligence académique. C'est pas juste mes connaissances, mon savoir, mais on a des gens qui savent des choses magnifiques et ils réussissent pas. Et en fait, qu'est-ce qui expliquerait qu'on arrive à s'adapter à un environnement changeant, à des nouveaux enjeux, à notre environnement? C'est en fait notre capacité à gérer le stress, notre capacité à gérer les émotions. Et en fait, ça m'a passionnée. Donc tout ça, ça m'a conduit à 9 années d'études, tout un tas de spécialisations sur ce que sont les troubles anxieux, donc aussi les dysfonctionnements émotionnels, mais aussi tout ce qui est voilà, les techniques d'accompagnement individuel, collectif, le bien-être, le bonheur, voilà, c'est parti de là. Et donc aujourd'hui, maintenant ça fait une dizaine d'années, j'interviens autour de ces sujets du bien-être au travail, avec cette conviction profonde, c'est que parce qu'on est bien, on peut être performant. C'est vraiment la condition, quelque part, pour être performant. Parce que si je ne suis pas bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais ruminer quelque part des choses. Donc je ne suis pas entièrement disponible à être performant dans ce que je fais. Hein, je vais me dire, oh là là, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est... Et tout ça, en fait, ça va faire que je ne vais pas avoir accès à toutes mes ressources pour être performant. Et donc, pour moi, le bien-être et la performance, c'est deux choses qui sont vraiment inextricablement liées. Et donc, c'est autour de ces thèmes que maintenant j'interviens et je partage ma passion. Je fais ça sous les formats conférences, sous les formats formation, donc j'ai fait les formations avec les managers, mais aussi parfois de l'accompagnement individuel ou de l'accompagnement d'équipe autour de ces questions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que pour mon équilibre de vie, parce qu'effectivement, on peut se dire aussi, comment, quand on intervient là-dessus, on va parler d'équilibre. Mon équilibre de vie, c'est aussi la montagne, la marche, et c'est un plaisir de venir dans votre région, parce que dès qu'on arrive, on voit ces jolies montagnes et tout ça. Et donc c'est aussi quelque chose qui me ressource pour mon équilibre. Comme moi, je fais des interventions autour de ces sujets, moi, je me suis réveillée à moi, mon équilibre de vie. Je vous propose après de démarrer la conférence. Alors, comment démarrer? On a réfléchi, j'ai réfléchi. Effectivement, on peut peut-être commencer par les mythes. Parce que le sujet des bien-être, le sujet de la santé au travail, ben effectivement, c'est souvent, il y a tout un tas de mythes, tout un tas de questions qu'on se pose autour. Effectivement, la première chose que moi j'entends souvent, c'est la santé, c'est un sujet à la mode. C'est comme si c'est un sujet à la mode, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'arrête. C'est quelque chose un peu, c'est un sujet à la mode, on s'en occupe à un moment et puis on s'en occupe plus. Alors, je n'y crois pas vraiment que c'est un sujet à la mode. Hein, la pratique dans les entreprises, effectivement, je me rends compte que ce n'est pas un sujet à la mode, mais c'est un vrai sujet. Un vrai sujet d'enjeux stratégiques, financiers, de créativité, d'innovation. Ce n'est pas juste un sujet à la mode. Ça a pris du temps, parce que d'abord, on a dû s'occuper notamment de la santé physique. Hein, il y a eu beaucoup de travail pour que maintenant des conditions de travail physique ont été améliorées. Et c'est que la continuité, en fait, qui est en train de s'effectuer, c'est que finalement, on commence à s'intéresser aux facteurs risques psychosociaux pour améliorer la santé au travail. Donc c'est un vrai sujet qui n'est pas juste un sujet à la mode, ça ne va pas disparaître d'ici au lendemain. Aussi, une des choses qu'on entend souvent, c'est que la santé, c'est une question d'individu. Si je caricature, c'est si on ferait de meilleurs recrutements, on n'aurait que des gens en bonne santé et en bien-être au travail. Parfois, on entend ce genre de discours. Alors, c'est pas tout à fait ça. Le bien-être, la santé, ça ne peut pas se résumer à une question d'individu. C'est pas uniquement des individus. Mais c'est quoi aussi? C'est aussi une question de conditions de travail. Mais pas uniquement non plus. Parce qu'en fait, c'est les deux. La santé et le bien-être au travail, c'est la rencontre entre un individu, des individus,
et des contextes, des conditions de travail à un moment donné. Et cette vision un peu dynamique va animer un peu toute cette conférence. Hein, on va parler de ces transactions, de ces interactions entre l'individu, les relations, le management, mais aussi de l'autre côté, on a tout ce qui est le cadre, l'organisation, et c'est bien l'interaction entre ces deux qui va être promoteur de qualité de vie au travail ou source de risque. Donc voilà, ça c'est souvent un mythe, on dit c'est l'individu ou c'est les conditions de travail, et bien non, en fait c'est vraiment lui. Alors, un autre point qui nous est souvent rapporté, peut-être on s'y retrouve de tout dedans, c'est parfois on me dit, mais la santé, il y a la santé, il y a le bien-être, il y a le mal-être, il y a les risques psychosociaux, il y a la qualité de vie au travail. En fait, c'est que je crois en français, vous dites c'est un fourre-tout. C'est ça? Et en fait, oui, malheureusement, souvent c'est un peu un fourre-tout. Pourquoi? Parce que c'est souvent défini de manière inclusive. On dit tout ce qu'on met dedans, mais on ne dit pas ce qu'on ne met pas dedans. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Quand je définis quelque chose, c'est ok, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que ce n'est pas? Et donc ça aussi, je vais passer un temps avec vous aujourd'hui de dire qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que ce n'est pas. De quoi on parle? C'est de définir aussi les limites de ces choses. Et puis, voilà, ça c'est aussi un argument qu'on entend souvent. C'est le bien-être au travail, c'est le monde des bisounours. On veut dire, en fait, voilà, vous intervenez un peu, c'est un peu, comment dire, c'est un peu idéaliste, vos interventions. Peut-être. Mais j'y crois pas vraiment non plus que c'est idéaliste. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le bien-être, ça se chiffre. On peut voir des personnes heureuses sont jusqu'à 30% plus productifs. Je ne sais pas si c'est vraiment un monde de bisounours. Moi, je ne le vois pas comme ça, un monde de bisounours. Hein. Là, c'est un monde qui se chiffre. Le bien-être au travail, et les entreprises l'ont bien compris aujourd'hui, bah, c'est aussi une marge stratégique, une marge financière. Et si on peut faire cette performance en étant bien en plus, bah, c'est pourquoi. C'est peut-être une voie intéressante. Et puis, un dernier mythe que j'ai envie de partager avec vous, c'est que souvent ce que j'entends, c'est que la souffrance au travail, ça touche les autres. Ça ne touche pas mon entreprise, ça ne me touche pas moi. Et en fait, c'est faux. C'est faux. Ma pratique me montre que c'est faux. Et j'ai des multiples exemples. J'ai une collègue, professeure, experte sur le stress au travail. Elle a fait un burn-out avec 6 mois d'arrêt. Je vous dis tout de suite. Elle aurait dû le voir. Oui, bah, ça touche même les experts. Je crois, entre consultants, on a tous un peu frôlé notre limite et on sait que, bon ça, attention, là on la touche. Ça ne touche pas que les autres. Et c'est notamment quand je me dis que ça touche que les autres, que finalement je suis peut-être en situation de risque. Parce que du coup, je ne veille pas à où est-ce que je suis. Pour veiller qu'il faut peut-être revenir dans des zones plus adaptatives. Alors du coup, hein, voilà, ce point d'arrêt sur les questionnements de mythes, je vous propose maintenant de démarrer vraiment notre conférence. Avec Dominique, on a échangé pas mal. On s'est dit comment on organise ce temps pour que c'est à la fois un temps qui répond à l'objectif partagé en même langage, mais pas que ça. Alors, il faut que c'est quelque chose de pragmatique, de concret, qui est là pour vous parler, qui vous outille quelque part. Avant, on l'a pensé comme ça, on a dit, partager en même langage, oui, c'est important, mais ensuite, c'est aussi être au clair avec mon rôle. Qui je suis, quel est mon rôle? Je suis aussi, moi, acteur de la qualité de vie au travail. Et c'est ce que vous avez dit en introduction, ça concerne tout le monde. Mais on va aller plus loin. Si je suis acteur de la qualité de vie au travail, un de mes rôles, c'est de savoir gérer mon stress. Parce que si je ne gère pas mon stress, qu'est-ce qui arrive? Je deviens stressant pour les autres. Et du coup, je ne suis pas un facteur qualité de vie au travail pour les autres. Donc du coup, on a dit, on va aussi faire un zoom là-dessus, dire qu'est-ce que c'est le stress, et peut-être quelques clés, quelques outils pour le gérer. Et puis on finira cette matinée avec des trucs et astuces. Voilà. Quelques trucs et astuces.
pour la qualité de vie au travail, avec l'enjeu effectivement de contribuer à développer la qualité de vie au sein de votre DT, mais aussi la qualité de vie, ça se diffuse. Les études sur le bonheur montrent clairement que le bonheur, ça se diffuse. Si par exemple, nous aujourd'hui avec cette journée, on vous rend heureux, vous rentrez ce soir, et puis vous allez partager votre état émotionnel, et du coup vous rendez des gens heureux que nous, on ne connaît même pas. Vous imaginez? Donc voilà, il y a un peu cette idée-là aussi, que ça se diffuse, et donc voilà un peu notre trame de la journée. Donc effectivement, ça va être une partie conférence, et ensuite application dans les ateliers pour voilà, concrètement ancrer ce qu'on va voir ce matin dans vos pratiques et réfléchir comment vous pouvez l'animer au quotidien. On y va. Alors, on a déjà beaucoup parlé du sujet, mais pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Effectivement, ce qu'on voit, c'est que le monde, il se complexifie. Il n'est pas du tout pareil qu'il y a 50 ans. Là encore, on a des études qui montrent que notre monde d'aujourd'hui, il est 50 fois plus traumatogène. Vous imaginez? 50 fois. Il y a 50 fois plus de stimulation. On a des évolutions en termes de technologie. Il y a 50 ans, c'était pas pareil. Moi, je me rappelle encore des anciens ordinateurs. Je crois que vous aviez aussi les Minitel, des choses comme ça. C'était il y a 50 ans, c'était pas pareil. Il y a 50 ans, le monde était beaucoup moins complexe. Les changements étaient moins rapprochés et moins rapides. Je crois que vous avez un président qui a dit à un moment, le changement c'est maintenant. C'est ça? Je ne me trompe pas. Et en fait, je suis en désaccord avec lui. Parce que je n'y crois pas que c'est maintenant le changement. Mais en fait, il est tout le temps. Vous voyez? Et en fait, c'est même dangereux de se dire c'est maintenant parce que je vais me mobiliser pour un changement. Et en fait, je vais me dire, mais il s'arrête. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Il y a un changement, il y a un autre changement qui arrive. Et c'est ça, en fait. Donc qu'est-ce que ça implique? Quand il y a changement, je dois mobiliser mes capacités adaptatives pour trouver les moyens de m'adapter. Et quand on parle de mobiliser nos capacités adaptatives, on parle de stress. On parle d'un temps, je mobilise l'énergie pour développer une stratégie en faveur de mon bien-être, en faveur d'un développement de cette situation. Et donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui qui est beaucoup plus important qu'il y a 50 ans à travailler sur la santé et les questions de comment gérer son bien-être et sa qualité de vie. Je l'ai déjà dit, mais effectivement pour les entreprises, c'est aussi un enjeu effectivement de gain en termes de productivité. On sait aussi que des personnes qui sont heureuses, finalement on a moins d'accidents, on a moins de problématiques autour de la sécurité, on a moins d'absentéisme, parce que si je suis content de venir au travail, finalement on observe moins d'absentéisme, moins de présentéisme aussi. Les gens qui viennent et ils disent il faut que je vienne, et en fait il ne faut pas grand chose, mais ils viennent par un sentiment d'obligation. Donc on a plein de vertus aussi pour l'entreprise de s'intéresser à ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce que c'est la santé au travail, le bien-être? Alors, je vous ai pris une définition, vous allez voir, elle n'est pas très récente. Hein. Ça fait maintenant, elle fête, voilà, l'année prochaine, en fait, merci. Le soutien social. Effectivement, elle est ancienne. Mais elle fait aujourd'hui, elle est officielle. C'est la définition qu'on utilise autour de la santé. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Hein, c'est pas juste la santé, c'est pas juste quand j'ai pas de maladie physique. Oui. Non, ça implique aussi que je suis bien dans ma tête. Et bien dans le social. Hein. On est des êtres sociaux. L'humain, c'est un être social. On ne vit pas isolé. On n'est pas... c'est pas comme ça. Et donc, la santé, ça concerne ces trois aspects. La tête, le corps et le social. Si on parle du bien-être,
on va aller plus loin. On va dire, ok, il y a santé, mais en fait, le bien-être, ça renvoie à cette dimension d'épanouissement, cette dimension de satisfaction générale, et là encore, en parlant du corps et de l'esprit. C'est quand j'arrive à m'épanouir, à m'engager, quand je prends plaisir dans les choses que je fais. Là, on va commencer à parler de bien. Alors, qu'est-ce que ajoute du coup la définition de la qualité de vie au travail? En fait, elle va nous apporter deux choses intéressantes. Elle va dire, en fait, c'est pas que du bien-être individuel. C'est pas juste moi dans mon coin qui est bien et heureuse. Non, la qualité de vie au travail, c'est quand ça devient collectif. Quand j'ai une équipe qui est heureuse, qui est bien, toute une structure qui est bien. Là, on commence à aller sur la dimension qualité de vie au travail. On ajoute cette dimension collective. Aussi, qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette définition? Elle nous précise les conditions qui font que je peux être bien au travail. Il y a différentes sources. C'est quoi vos sources de bien-être au travail? Un grand blanc. Je vous ai surpris avec ma question, en fait. Ça doit être ça. Alors, je vais vous aider. Les autres, ça peut être sympa au travail. Qu'est-ce qui peut aider aussi? Tiens, peut-être de la reconnaissance. C'est pas mal aussi, ça. Des conditions de travail, que j'ai des moyens, mais aussi des objectifs. Vous imaginez bien si vous n'avez pas d'objectifs. Il y a plein de facteurs en fait qui participent au bien-être au travail. Et c'est ça, quand on parle de qualité de vie au travail, on commence à préciser ce sentiment de bien-être qui est individuel, mais qui est collectif aussi. Et on précise les conditions pour qu'on arrive à ce but. Donc du coup, on voit bien avec ces définitions que la qualité de vie au travail et le travail, la qualité de vie et le travail sont fortement imbriqués. Alors comment le travail enrichit la qualité de vie? On peut la poser dans ce sens-là, la question. Effectivement, le travail, il va me permettre de structurer ma vie d'un point de vue temporel. C'est peut-être une banalité de le dire. Mais quand on accompagne des personnes qui ont été des chômeurs longue durée, par exemple, on a un grand problème, notamment sur l'aspect horaire. C'est de se lever le matin. On le voit aussi avec des arrêts de maladie de longue durée. Il y a effectivement quelque chose. Le travail structure notre vie d'un plan temporel. Mais le travail, ça me donne quoi encore? Le travail me donne cette idée que je contribue à quelque chose qui est au-delà de moi-même. Et ça, c'est quelque chose en travaillant au sein d'un Maria, qui est quelque chose qui est fort chez vous aussi. C'est le logement social. Nombre de personnes que j'ai rencontrées me disent, je sais pourquoi je travaille ici. Parce que je sais à quel service, je suis au service de qui. Il y a des entreprises, les gens, ils ne pourraient pas ça. Ici, il y a un fort sens. C'est quelque chose qui est au-delà juste de l'individu. C'est ça aussi le travail. Je contribue à la société. Qu'est-ce que c'est encore? Effectivement, c'est aussi des lieux importants de reconnaissance sociale. Je suis reconnue pour ce que je fais. Et les individus, ils aiment être reconnus pour ce qu'ils font. Ils aiment être fiers de ce qu'ils font. Et donc, c'est un important lieu aussi qui permet la reconnaissance. Et puis, vu qu'on y passe quand même 7, 8, 9, 10 heures par jour, ça contribue aussi à la formation de notre identité. Donc, plein de sources pour dire qu'en fait, le travail, ça peut être source de qualité de vie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et effectivement, quand ce n'est pas le cas, on va parler de risques psychosociaux, de situations de risques psychosociaux. Et qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce que c'est? C'est que les risques psychosociaux, c'est tout un tas de situations, finalement, où on a des facteurs de risque, on va l'appeler des facteurs de risque, ça peut être des charges importantes, ou inversement des sous-charges.
Hein, parce qu'on a vu aussi des environnements où à un moment, moi j'ai pu travailler avec l'automobile quand c'était la crise de l'automobile, et les gens étaient en sous-charge. Et bien là, ils n'étaient pas non plus dans le bien-être, ils étaient dans l'inquiétude, etc. Donc ça peut être des facteurs de risque qui peuvent affecter négativement ma santé psychique et physique. Et là encore, ça dépasse l'individu. Ça affecte la santé des personnes. Donc on a encore cette présence d'un phénomène collectif. Donc ce que ce n'est pas de la souffrance individuelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre compte, mais quand on parle de risques psychosociaux, c'est qu'on rentre dans une dimension collective. C'est un ensemble de facteurs de risque, on en parlera tout à l'heure, mais des facteurs de contrainte qui peuvent apporter un effet négatif sur nos santé, et celle des équipes, et celle de toute une organisation. D'où tout un enjeu de travailler sur la santé au travail. Alors, j'ai essayé de faire un schéma pour vous apporter cette idée que c'est une question de dynamique, en fait. Comment ça se passe au travail? On va avoir des facteurs ressources, on en a parlé. Ça peut être les autres, ça peut être de la reconnaissance, c'est les facteurs ressources. De l'autre côté, je vais avoir quoi? Des facteurs contraintes. Je vais avoir une charge, je vais avoir... Qu'est-ce que vous avez comme contrainte? Vous ne savez pas de contrainte? Oh là là! Mais c'est bien d'être à respecter les outils, les délais, des choses comme ça. Donc j'ai des facteurs ressources, j'ai des facteurs contraintes. Et en fait, c'est la question d'équilibre entre ça qui va faire que je vais être plutôt sur un climat de qualité de vie au travail ou un climat de tension et de crispation. Donc c'est une question d'équilibre. Ça va? Ça vous parle? Entre mes facteurs de plaisir, mes facteurs contraintes. Et si tout ça c'est dans un bon équilibre et j'ai les ressources pour le gérer, bah finalement, je vais être plutôt dans la qualité de vie au travail, un bien-être individuel et collectif. Alors que s'il y a un déséquilibre, je vais être plutôt sur des situations de tension, etc. Donc, l'enjeu, c'est de travailler cet équilibre pour qu'il penche davantage sur la qualité de vie au travail. Ce qui est bien avec ça, c'est des dynamiques qui s'auto-alimentent. Donc, si j'ai de l'engagement, un climat de cohésion, etc., du coup, ça va créer les conditions favorables à l'émergence d'autres facteurs de qualité de vie au travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que c'est une question d'équilibre entre les facteurs de plaisir, facteurs ressources et mes contraintes. Et quels sont ces fameux facteurs contraints, ces fameux facteurs de risque? En fait, on trouve 5 grandes familles. 5 grandes familles. Et dans chacune des familles, on peut avoir des facteurs ressources ou on peut avoir des facteurs contraintes. Vous voyez, le contexte par exemple. Le contexte, il peut être à la fois ressource et il peut être contrainte. Voilà. Le contexte, ça renvoie généralement au changement. Le changement, c'est un facteur de risque. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a probablement de l'incertitude. Exactement. Il y a des choses qui changent, je ne sais peut-être pas, pendant un temps, on va être là avec qui je dois interagir, le temps que ça se remet en place. Et en même temps, le changement, c'est un facteur ressource. J'étais encore hier en formation, et en fait, il y avait une personne qui me disait, moi j'ai une personne dans mon équipe, ça fait 3 ans qu'elle fait le même travail, et là, je sens, elle a besoin de changement. Et là, pour cette personne, elle a besoin de changement. Ça fait 3 ans, elle est dans le même travail. Et là, elle a besoin de développer autre chose. Donc là, on a bien que le changement peut être à la fois un facteur contrainte, mais en même temps, c'est une ressource. Et c'est pour chacun des facteurs comme ça. L'organisation, si l'organisation n'est pas claire, c'est flou, on ne connaît pas la stratégie, etc. Ça peut être un facteur contrainte. Mais en même temps, si je sais où on va, si les process sont clairs, bah effectivement, c'est aussi un facteur ressource. Les activités et tâches. Un des grands exemples, c'est
la polyvalence versus je suis hyper spécialisée. Hein. Quand je suis hyper spécialisée, à un moment, les personnes disent « Mais moi, j'ai besoin de faire aussi autre chose. » Et parfois, moi, j'entends aussi des personnes qui disent « Moi, j'en fais tellement de choses différentes, moi, j'ai besoin un peu de recentrer mon truc. » Donc là aussi, on a encore cette idée, ça peut être un facteur ressources et un facteur contrainte. On va faire le tour, hein. L'environnement de travail, pareil, hein, les conditions de travail, tout ce qui est bruit, etc. C'est aussi des facteurs à la fois qui peuvent être ressources et contraintes. Ça dépend parfois aussi de notre personnalité. Il y a des études notamment qui montrent que selon que je suis extravertie ou introvertie, je n'ai pas besoin du même environnement de travail. Alors, je vais vous faire un l'extraverti. Il préfère travailler dans un environnement où il y a des personnes autour de lui et c'est un peu bruyant, ou où il a besoin de travailler dans un lieu calme. Où est-ce qu'il travaille le mieux, l'extraverti? Avec du monde et un peu de bruit. C'est ça, l'extraverti, il a besoin de ça. Et en fait, les études neuronales, ils montrent que ça lui permet d'apaiser, en fait, ses fonctionnements des circuits neuronaux. Alors que vous mettez l'extraverti dans cette même environnement de travail, l'introverti, qu'est-ce qui va se passer? Il va être mal. Il a envie de fuir. Ça va être difficile pour lui. Pour lui, ça va être un facteur de stress. Donc voilà, c'est encore, on a là, c'est un facteur ressource, facteur. Et puis, un dernier facteur, effectivement, nous on sourit souvent parce que quand on fait des études sur voilà, le bien-être au travail et les facteurs plaisir et facteurs ressources, le premier facteur qui ressort pour les deux, c'est les relations. Alors j'ai parfois des clients qui disent mais comment c'est possible? Votre étude me montre que le relationnel, c'est source de difficultés au travail chez moi, et en même temps que c'est la source de plaisir numéro 1. Ah oui, c'est exactement ça. Je crois que vous connaissez peut-être l'expression, c'est un Français qui dit, c'est l'enfer, c'est les autres. Et en fait, oui, l'enfer peut être les autres. Parfois, on peut se dire, oh là là, s'il m'aide encore un petit peu, je vais vraiment me noyer. Et en même temps, l'autre, si je peux m'appuyer dessus, si on travaille en équipe, à des moments, on peut vraiment on peut repousser les limites, on peut vraiment développer des belles choses. Et donc là encore, on voit combien l'autre, que ce soit mon collègue, ou que ce soit mon N+1, ou que moi, collaborateur, je suis ressource pour mon N+1, voilà, l'autre, ça peut être une véritable ressource. Et on sait, les études sur le stress et tout ce qui est facteur de risque montrent un collectif soudé, voilà, des relations de confiance, c'est un facteur protecteur de la santé au travail numéro 1. Donc c'était juste pour vous sensibiliser à cette idée. Voilà, on a en fait le challenge, c'est comment faire de nos facteurs contraintes des facteurs ressources. Il y a quelque chose autour de cette idée. Alors du coup, maintenant qu'on a compris d'où ça vient, la qualité de vie au travail ou les situations à risque, comment ça se manifeste en fait? Comment ça se manifeste? En fait, ce qu'on observe, il y a vraiment des répercussions sur les 3 niveaux. On a des répercussions au niveau individuel. Si on est dans une organisation qui tourne bien, les tâches sont claires, les relations sont bien, au niveau individuel, on va avoir quoi? Des personnes motivées, engagées, présentes, créatives, innovantes. Alors que si ça ne tourne pas bien, on va avoir quoi? Manque de performance, moindre implication. À ce côté, je mets de la duston. Je viens ici pour gagner mon salaire. Résistance au changement, j'entends. Stress, mal-être. Alors que, de l'autre côté, effectivement, on a tout ce qui est engagement. Au niveau collectif, ça va être pareil. Un collectif qui est bien, on va avoir de l'entraide, de la solidarité. On va même parler de comportement de citoyenneté dans l'entreprise. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est par exemple, vous êtes là le soir et vous devez finir un dossier. Vous êtes en retard.
Et là, votre collègue, elle dit, tiens, tu as besoin d'un coup de main? Je reste avec toi. C'est des comportements comme ça qui s'installent. Hein? Comportements d'entraide, de solidarité. C'est aussi, tiens, je suis en difficulté, et je vais demander, je vais dire, je suis en difficulté. Je ne vais pas attendre qu'on la découvre. Parce que le climat, il est là. Du coup, vous savez ce que c'est la différence entre un groupe et un collectif? Des hypothèses? Alors un groupe, hein? Oui. Ah, le groupe se connaît plus qu'au collectif? C'est plutôt l'inverse. Ouais. Il y a quelque chose de plus dans le collectif que par rapport à un groupe. Et c'est quoi? C'est quelque chose de plus. Les liens, les relations entre les personnes. Et en fait, dans un collectif, les personnes sont conscientes que le collectif a besoin d'eux. Pour bien fonctionner, le collectif a besoin de chaque personne. Et aussi, chaque personne est consciente qu'elle a besoin du collectif pour bien fonctionner. Et c'est cette conscience-là de l'interdépendance, que le collectif est ressource pour l'individu, mais que l'individu est ressource pour le collectif, qui fait vraiment la différence entre le collectif et le groupe. Le groupe, on peut le dire un peu comme ça, c'est un tas de gens réunis à un moment T. C'est ça un groupe. Alors que le collectif, il a cette dimension en plus. Enfin, collectif, il y a vraiment cette dimension-là qui est autour de l'interdépendance et de la confiance. Alors, ça c'est quand tout marche bien, quand on est dans la qualité de vie au travail. Inversement, on va plutôt avoir des créations de clans. Les clans. Vous allez avoir des tensions, des rumeurs, qui décrit quand on est dans des situations de risque. Et puis le dernier niveau sur lequel ça va aller, c'est pareil. Ça va bien évidemment affecter l'organisation. Hein, je vous ai dit, ce qui caractérise la qualité de vie au travail ou les risques psychosociaux, c'est que ça dépasse l'individu. Donc ça affecte la dimension organisationnelle. Ça va troubler l'organisation, vous parlez d'inefficacité, ça va conduire à des difficultés dans les process, des choses comme ça. Alors que quand on est dans la qualité de vie au travail, bah, les gens ils vont être présents. On va avoir peu de turnover, on va avoir l'efficacité, la productivité. Non. Quel est l'enjeu? Pourquoi j'ai pris le temps de vous définir les deux? C'est en fait, il faut agir sur les deux axes. Pour promouvoir la santé, il faut à la fois réduire les situations à risque et agir dessus. Et en même temps, pour avoir la santé au travail, il faut aussi agir sur les facteurs plaisir, les accroître et capitaliser dessus. Et les études montrent clairement que ces deux axes à suivre, si vous agissez que sur l'un, ça ne va pas forcément augmenter votre santé de manière globale. C'est vraiment deux axes à faire. Parce qu'on peut réagir que sur les risques. Est-ce que pour autant on est heureux quand on a envie de vivre? Pas forcément. On connaît des environnements très avantagés, ils ont des conditions de travail super, pourtant ils ne sont pas heureux. Parce qu'on doit aussi agir pour augmenter et capitaliser ces facteurs de plaisir et d'émotion. Ça marche? Ah, du coup, quel est votre rôle dans tout ça? C'est bien d'en parler, mais quel est votre rôle dans tout ça? Et effectivement, un premier rôle, pour vraiment être acteur pleinement dans la prévention de la qualité de vie au travail et des risques psychosociaux, c'est déjà de gérer son stress et de veiller à son bien-être. On verra tout à l'heure, parce que quel est le risque quand moi je suis stressée? Je stresse. Exactement. Et du coup, ça c'est vraiment un premier axe. C'est aussi une responsabilité individuelle, la santé au travail. Mais j'ai aussi une responsabilité plutôt par rapport à mes
pair par rapport aux autres. C'est une responsabilité quasi citoyenne en fait. C'est de détecter quand une personne ne va pas bien. Et une fois que je l'ai détecté, mon rôle, c'est de voir si je peux aider et parfois c'est aussi d'alerter. Ça, c'est aussi un rôle dans la qualité de vie au travail, dans la prévention des risques sociaux. On a un rôle aussi beaucoup plus collectif, qui est au quotidien développer, promouvoir tout ce qui est le bien-être collectif. Donc c'est être ressource pour le collectif, c'est développer les comportements de solidarité et d'entraide. Et ça, c'est le rôle de chacun. On parle souvent, l'entreprise doit mettre en place toutes les conditions qu'il faut pour le bien-être au travail, mais ça ne peut fonctionner uniquement si chacun prend la responsabilité aussi de développer des comportements de qualité de vie au travail. Donc du coup, on va faire un focus sur cette partie, le stress et comment je l'appréhende. Alors, qu'est-ce que c'est le stress au travail? Je vais faire comme ça, mais je ne suis pas très sûre que en fait, vous répondez à mes questions. Alors, qu'est-ce que c'est le stress au travail? Je vais retenter. C'est un véhicule. Rapide en retour, zut, je vous ai influencé. Oui, très juste. On va essayer de la construire ensemble. Alors, un déséquilibre. Entre quoi et quoi? Entre les moyens de faire quelque chose et les objectifs atteints. Tout à fait. Et mes ressources. C'est moyens ressources. Et de l'autre côté, ça peut être des objectifs. Ça peut être quoi d'autre? Les tâches. La charge, l'ambiance, relation. Donc c'est ça. C'est un déséquilibre entre les contraintes et les ressources. Alors il y a des particularités. Les contraintes, elles peuvent être de deux natures. Vous m'avez surtout cité des contraintes externes. Oui, des compétences. Et à combien la souffrance? J'étais comme ça une fois dans une entreprise, ils travaillaient énormément avec l'Allemagne. Et en fait, c'était un poste, la personne était sur un poste où elle devait travailler tout le temps avec l'Allemagne. Mais elle ne parlait pas allemand ni anglais. C'était une erreur de casting. Il ne faut pas faire du coaching, il faut juste développer des compétences dans les langues. Effectivement, on a des facteurs internes qui sont des questions politiques. Mais il y a d'autres facteurs internes. C'est parfois notre personnalité aussi. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez, mais il existe des personnalités un peu perfectionnistes. Ouais. Vous connaissez ce genre de personne? Quelle est sa tendance à vivre le stress? Elle est propice à vivre du stress. Parce qu'elle, dans une situation où vous avez des délais, vous avez des moyens limités, elle va essayer de faire quoi? De la surqualité. En tous les cas, de la qualité plus. Et effectivement, du coup, elle va se mettre une pression supplémentaire. Donc ce qui est important à garder en tête, c'est qu'on a des facteurs contraintes, mais ce n'est pas que des contraintes externes. C'est aussi des contraintes que moi-même je m'ajoute. Alors il y en a une autre, c'est nos pensées, notre dialogue intérieur. Alors qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes stressé? Je vais pas y arriver. J'y arrive. Et ça vous aide à gérer votre stress? En fait, qu'est-ce que vous faites? Vous en rajoutez. Donc en fait, c'est ça la particularité. Quand vous pensez maintenant au stress, c'est un déséquilibre perçu entre des contraintes et mes ressources, gardez bien en tête qu'on a différentes formes de contraintes. On porte nos propres contraintes, à nous, notre personnalité, la manière de se parler. Et parfois on gagnerait tellement à se parler en ami. Est-ce que vous diriez ça à un ami? Tu vas jamais arriver, toi. Non, vous diriez non, c'est pas gentil mon ami.
Donc, on gagnerait parfois à se parler en amont. Donc ça, c'est nos contraintes. On a parlé des contraintes. De l'autre côté, on a dit qu'il y a des ressources. Alors, quelles sont les ressources qu'on a? Vous êtes compétences, les moyens qu'on nous donne. Là, vous nommez beaucoup de ressources qui sont plutôt individuelles. Les autres, on a les collègues. Et on en a encore. Allez, encore au-dessus des collègues. Il y a quoi au-dessus des collègues? Les hiérarchies, l'organisation. Hein? L'organisation aussi, c'est ressources. Et qu'est-ce qui arrive généralement en situation de stress? Eh oui, et on se dit, j'ai pas de ressources, et j'y arriverai pas. Et en fait, hein, c'est un moment aussi, attention, vous n'êtes pas votre seule ressource. Et j'ai un collègue qui a fait une conférence, et il a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Il dit, en fait, souvent, dans sa tête, on se dit, mais tiens, je suis en difficulté, mais je ne vais pas embêter l'autre pour demander de l'aide, parce que ça va l'embêter. Et en fait, il fait, mais est-ce que vous croyez vraiment que ça l'embête? Si vous avez un collègue, vous, qui est en difficulté, il vient vous voir pour de l'aide, qu'est-ce que vous lui répondez? Je vais t'aider. Et oui, et en fait, ça se passe dans l'autre sens aussi. Ça dépend. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on aimerait. C'est ce qu'on aimerait. Et on s'y autorise trop peu. Donc attention à ça. C'est en situation de stress, on se dit, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de ressources. Et en fait, vous avez plein de ressources différentes. Il y a des ressources individuelles, les ressources sociales et les ressources organisationnelles. Et finalement, vous avez quand même beaucoup plus de ressources à votre disposition. Donc, on vient de définir ensemble ce que c'est le stress. Les définitions n'ont pas inventé autre chose. Hein. Ils disent c'est cet déséquilibre entre des contraintes qui me pèsent dessus et les ressources que j'ai pour faire face. Si cet équilibre, disons si j'ai un équilibre où j'ai peu de contraintes et beaucoup de ressources. C'est quand même un déséquilibre. Oui, et je vais être comme moi. Trop cool. Ouais, je vais m'ennuyer peut-être. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui arrive quand j'ai des contraintes et j'ai pas tout à fait toutes les ressources pour y faire face? J'ai pas toutes les ressources, mais c'est un défi. C'est dans mon possible. C'est une stimulation. C'est là où je suis en zone d'apprentissage. Alors, après, qu'est-ce qui arrive si ce déséquilibre se creuse? De moins en moins de ressources. C'est là où on commence à se dire, ouais, je perds du contrôle, je commence à avoir plus de plaisir, je commence à être dans une zone en difficulté. Mais c'est quand cet écart se creuse. Non, c'est pas tout de suite, c'est quand cet écart se creuse. Quand il se creuse, l'autre option, c'est que ça dure. Hein, parce qu'on a tous une durée limitée, en fait, qu'on peut résister à ça. Et ça varie. On n'a pas tous les mêmes résistances. Hein, vous parliez de qualité individuelle. Effectivement, on n'a pas tous la même résistance. Donc certains peuvent durer plus longtemps que d'autres. Mais on a tous une résistance qui est limitée dans le temps. Ça marche cette idée du stress? Donc qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est qu'il y a trois choses. Il y a tout ce qu'on appelle facteurs de stress, contraintes, c'est les facteurs internes, externes, on vient de les spécifier. On a dit que c'est un phénomène de perception, c'est un déséquilibre perçu, hein, c'est subjectif, c'est ma manière de le voir. Et c'est là où c'est peut-être pas la même manière d'une personne à l'autre. J'ai beaucoup travaillé avec les sapeurs-pompiers, et notamment du Sud, alors les intervenants du feu. Alors, moi, ma perception face à un feu, c'est, voilà, je suis évidemment me sauver, mettre à l'abri, et voilà, peut-être chercher un seau d'eau. Mais le pompier,
Bah lui, il me disait, mais j'adore des fleurs. Et il faut qu'ils soient grands et compliqués. On n'a pas du tout la même perception. Et c'est comme ça avec le stress. Hein, c'est un objectif pour un, il va dire, ah ouais, ça c'est un challenge, je vais y arriver, c'est top. Un autre va dire, c'est ça comme objectif. Je ne sais pas si on va y arriver. Vous voyez, un même objectif, des perceptions complètement différentes. Donc qu'est-ce que ça implique? C'est qu'en fait, nous on a besoin à chaque fois de se repositionner et de se dire, tiens, ce que moi je vis, c'est pas forcément ce que l'autre vit. Donc si quelqu'un trouve ça difficile, et moi je trouve ça pas difficile, qui suis-je pour lui dire, en fait, tu vis un petit truc. Ça vous arrive jamais, ça, évidemment. Hein. Voilà, on dit ça, il se noie dans un verre d'eau. Mais qui sommes-nous pour dire ça, en fait? Parce que pour lui, ben c'est pas un verre d'eau, c'est l'Atlantique. Donc c'est une question de perception. Alors, je vous ai amené une petite image pour illustrer ce phénomène de perception, parce que c'est vraiment fondamental. Alors, vous voyez, c'est un bonhomme. En fait, il anticipe le mauvais temps. Il se dit, oh, demain il va faire mauvais. Donc du coup, aujourd'hui, il est déjà pas de bonne humeur. Et puis le lendemain, il pleut. Donc là, effectivement, il n'est vraiment pas de bonne humeur parce qu'il pleut. Mais en fait, ce qui arrive le surlendemain, c'est que, en fait, il se dit, bon, hier il a plu. Et en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que son mental lui fait rater 2 jours de beau temps sûr. C'est quand même fort. Et c'est ça l'enjeu de la perception. Et qu'est-ce que ça implique si le stress c'est une question de perception? Ben, ça implique que je suis responsable de mon stress. C'est moi qui décide de mon intensité. Donc à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus dire « tu me stresses ». Déjà vous ne le disiez pas certainement. Et effectivement, vous dites oh, « ça me stresse ». Non, en fait, il faudra dire un truc du genre « c'est la perception que j'ai de ton comportement qui fait que je me déclenche du stress ». C'est un peu long, hein. Mais vous voyez l'idée, hein? C'est ça, en fait. Pour être juste, c'est ce qu'il faudrait dire. Et du coup, c'est énorme parce que vous avez une marge de manœuvre, vous. Hein, vous la déléguez pas à l'autre, mais vous prenez votre marge de manœuvre, c'est correct. Moi, je peux agir sur mon état. Donc c'était ça, cette idée autour de la perception. Pensez à ça. Alors, aussi ce qui est important à garder en tête, quand on parle de stress, vous l'avez déjà pressenti, tout état de stress n'est pas mauvais. Il y a, on a dit, bah voilà, quand j'ai des contraintes, mais je n'ai pas tous les ressources pour faire face, bah finalement, bah c'est le challenge, c'est la motivation, c'est je vais mobiliser mes ressources et mon réseau et faire quelque chose. Donc, c'est ce que nous, dans notre jargon, on va appeler le stress adaptatif. Mais, on a dit si ça dure trop longtemps, ou si ça devient trop intense, bah effectivement, on va rentrer dans une zone à risque. Et c'est dans cette zone à risque, finalement, on a des personnes qui rentrent en difficulté. Dans le diaporama, je vous ai mis pour que vous avez, parce que c'est quelque chose, je vais le donner à Dominique et vous pouvez tous l'avoir à disposition. Donc vous avez chaque fois les définitions. Alors le stress adaptatif, effectivement, c'est quelque chose qui mobilise mes capacités, mobilise mon attention, facilite l'action. Voilà, donc c'est quelque chose de très dynamique. Après, quand je suis sur le stress dépassé, on va rentrer voilà, dans des comportements plutôt dysfonctionnels. Alors, ça vous est peut-être arrivé aussi, là, ce qu'on appelle une sidération. Vous savez ce que c'est la sidération? Oui, c'est comme, je suis comme immobilisée. Et dans mon cerveau, c'est comment? C'est figé. C'est le grand blanc, en fait. Hein. C'est ça la sidération. En fait, c'est comme s'il y a une déconnexion entre mon langage et mon image, ce que je vois. C'est ça la sidération. Je suis paralysée. Et ça, c'est en fait une réaction de stress.
Quand le stress devient très intense, à un moment, ça me fige. Ça peut être en face d'un dossier, d'une demande. On a une autre manifestation, vous connaissez ça tellement bien. On l'appelle l'agitation stérile. Ah, ça peut être par exemple, vous m'excusez de l'exemple, mais ça peut être intelligent. J'essaie de, genre, je réfléchis. Et en fait, il ne se passe rien, ça tourne en rang. Mais il te donne l'allure. C'est ça l'agitation stérile. C'est agité, on tourne dans tous les sens, mais en fait, rien. Alors, il y a d'autres exemples. Hein. Je vous ai mis aussi comportement automate. Alors, ça c'est quand on est en stress, on se réfugie dans des comportements qu'on maîtrise. Alors, je vais prendre un exemple un peu décalé, mais vous vous rappelez, Katharina, c'était l'ouragan qui a un peu dévasté la maison. Vous vous rappelez de ça? Oui. Il y avait une image à la télé où il y avait donc une maison comme ça qui flottait sur l'eau dans toutes les débris. Il y avait une femme et elle balayait devant sa maison. Vous voyez? Vous l'avez peut-être vu ou pas, mais imaginez cette image. Et là, on voit bien ce que c'est un comportement automate. Nous, ça va être d'autres choses. Hein. Là, ça va être pas des, là, c'est un grand exemple, hein, mais on se raccroche à des comportements qu'on maîtrise. Alors, je sais que c'est pour occulter le reste et se sécuriser. Alors, je sais, j'ai une amie, elle range. Alors, ça, quand elle est stressée, il faut qu'elle range. C'est bien, ça. Moi, c'est un comportement automatique. On a tout un tas d'autres comportements automatiques. J'ai fait de la gestion de crise, et c'était assez rigolo, parce qu'en fait, on avait des préfets, on avait des responsables gendarmes, pompiers, tout ça, et on les mettait sous stress, et on observait ce que ça donnait. C'était assez rigolo. Et à un moment du seuil du stress, on voyait apparaître les comportements automates. Et là, c'était les comportements automates, c'était aussi, se toucher la main, mettre la main sur le fond. C'est les comportements automates. Parce que là, en fait, je reviens à essayer d'apaiser un système nerveux. Voilà, on a trouvé des comportements comme ça. Tout ce qui est les petits tic et toc. Vous connaissez les tic et toc? On ne parle pas encore des tocs, parce que les tocs, on est vraiment dans la pathologie. Mais on a tout un tas de petits tocs et tic-toc. Des petits trucs de vérification, des petites choses comme ça. Et tout ça, on va l'appeler comportement automate. Et quand on voit ces comportements surgir, moi, c'est par exemple vérifier 30 fois une chose. Non, ça vous arrive jamais aussi. Et là, je me dis, tiens, je rentre peut-être dans une zone un peu céritine annoncielle. Puis effectivement, autre comportement, c'est la fuite. C'est la fuite. Une grande situation de stress, la fuite. C'est j'évite. J'ai eu un conflit là, bon, finalement j'évite. Ça vous arrive jamais non plus. Mais effectivement, c'est tout ce qui est comportement d'évitement, de fuite. Et la fuite peut être mentale aussi. Moi, je suis étonnée combien de... En fait, c'est de l'autisme environnemental parfois. Vous voyez? Il y a des gens, vous avez l'impression, ils sont tellement dans leur bulle, en fait. Ils ont fui à l'intérieur. On ne sait pas très bien où, mais ils sont plus là. Donc, c'est quelques exemples, voilà, des comportements quand le stress devient intense. Et je vous ai mis aussi des indicateurs. Je vais accélérer un peu parce que vu qu'on a commencé un peu plus tard, et moi je veux surtout qu'on arrive sur la partie trucs et astuces. Donc, voilà, quand le stress, voilà, c'est tous des manifestations sous stress. C'est des manifestations sur la fatigue, mais aussi des oublis, erreurs. Moi, c'est très souvent ça. Quand je sens que je rentre dans des zones de risque, et vous connaissez peut-être, c'est vous allez dans un endroit et vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis venue chercher? Typiquement des oublis comme ça. Et moi, c'est aussi parfois je raccroche le téléphone, je me dis, c'était qui? Qu'est-ce que je devais faire encore avec cet échange? Des oublis, des erreurs. Vous avez tout ce qui est comportement. Alors, vous voyez, agressivité, on retrouve tous ces comportements-là. Et en fait, parfois, on a l'impression que la personne m'agresse. Et en fait, c'est peut-être pas vrai. Peut-être la personne, elle est juste sous stress. Et sa manière de manifester son stress, c'est de devenir un peu directif.
c'est pas une agressivité qui est dirigée contre moi, c'est juste qu'en fait, elle est dans une zone de stress importante. Et c'est ça qui fait qu'elle a ce comportement. C'est pas forcément une intentionnelle. Et puis, vous avez toute la palette, effectivement, émotionnelle. Il n'y a pas de stress sans émotion. Donc, généralement, quand on est stressé, on est agacé, ou on rumine, on est inquiet. On a toujours cette présence émotionnelle. Et puis, on voit évidemment aussi le stress. Il va impacter le travail. Et on a des indicateurs. Ça peut être des retards, des absences. Un grand indicateur aussi, c'est on prend plus de temps pour faire la même chose. Vous voyez, avant, vous prenez, ça vous faisiez dans une demi-heure, et puis tout d'un coup, ça vous prend la matinée. Et là aussi, c'est un indicateur, c'est dire, tiens, je suis peut-être un peu dans une zone à risque. Du coup, l'enjeu, effectivement, c'est de le réguler, ça. Parce que si je ne le régule pas, déjà, il y a ma propre santé qui est en jeu, mais aussi, tout d'un coup, je vais devenir stressant pour les autres. Ça, vous connaissez comme ça des gens qui nous stressent? Et effectivement, veillons aussi à ce que nous, on n'est pas stresseurs. Alors, comment piloter son stress? Quelques clés. Je le répète, mais je crois que c'est clair. L'enjeu, quand on pilote son stress, c'est de piloter sa courbe de stress. Idéalement, on est toujours là. Mais ça, c'est un idéal. Je ne sais même pas si on peut l'atteindre. Alors, dans la vie réelle, c'est peut-être plus quelque chose comme ça. À des moments, je suis là. Je me dis, tiens, ouf, je suis là. Attends, je vais faire un moment de manque de stress. Je vais me détendre. Comme ça, après, je reviens ici. Et je vais essayer d'aménager ma courbe pour naviguer entre là et là en faisant des moments de régulation. Mais attention que nos moments de régulation sont des vrais moments de régulation, de ressourcement. Pour effectivement prévenir cet état qui rend très probable nos comportements de fuite, le comportement de « je suis sidéré » ou les comportements d'agression. Alors, comment faire? Alors, quelques clés. C'est avec un collègue du monde militaire qu'on est en train de travailler en fait un modèle et l'adapter au monde civil. Parce qu'effectivement, dans le monde militaire, ils les entraînent bien à gérer leur stress. Donc, on peut apprendre plein de choses dessus. Ils les entraînent à gérer leur cours. Et comment? C'est en fait en travaillant sur 4 axes, en densifiant, en apportant des outils sur 4 axes. Un axe qui est autour du psychologique, c'est outiller les personnes, par exemple, comment développer la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est quand on vit tous des moments difficiles, mais c'est ma capacité de prendre ces moments difficiles et d'en tirer une expérience positive pour me développer, pour développer le collectif. Ça, c'est une manière de densifier notre capacité psychique. C'est aussi ma motivation, ma gestion des émotions. Je reviendrai dans un instant sur quelque chose. Métaphysique, c'est aussi la question du sens. C'est à quoi? Pourquoi je me lève le matin? Je le sais, il faut que j'ai une réponse à cette question. Ça renvoie à ça. Et puis, la densification physique. Effectivement, on vit aujourd'hui dans un monde où, je ne sais pas pour vous, mais on est souvent dans des voitures, on est souvent sur des chaises, on a peu de notre travail, notre vie en tant que telle. Est-ce qu'elle nous mobilise notre corps? Alors, je me rappelle, ma grand-mère me disait, mais t'imagines, pour aller à l'école, moi je faisais 7 km le matin et 7 km le soir. Mais aujourd'hui, je ne sais pas combien d'entre vous vont venir à pied 7 km au travail. Mais en tous les cas, on a un vrai enjeu autour de cette question physique, parce que si notre corps est stressé, bah effectivement, notre psyché ne va pas être détendu non plus. Et puis, on a un autre volet, c'est ce qui est la densification sociale, c'est créer ce collectif qui, quand il y a des moments difficiles, bah, va jouer un rôle tampon. Alors, je vais en venir un peu en détail sur chacune de ces buts. Alors, la densification psychique, gérer ses émotions. Alors, ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est déjà s'interpeller, d'accueillir qu'on a une émotion. Vous savez, une émotion c'est un guide. Souvent on dit non, l'émotion c'est un paradis. Non.
pas un parasite. L'émotion, c'est un guide, c'est un super guide. Parce qu'il nous renseigne sur notre état à nous et la relation qu'on a avec l'environnement. Mais c'est juste, j'ai besoin de le décoder. Et du coup, il va me dire ce qu'il faut faire pour ajuster. Mais pour ça, il faut que j'identifie la survenue de l'émotion après mon stresseur. Voilà. Ça part souvent, c'est un peu la boulot, je suis un peu comme ça. Et parce que c'est tous ces indicateurs, en fait, je vis une émotion. Et j'ai besoin de démêler la pelote et dire, tiens, c'est celle-là. Et celle-là. Une fois que je les ai extraits, c'est qu'est-ce qui m'a déclenché ces émotions? Voilà, quel est mon besoin derrière cette émotion? Et du coup, je peux commencer à la réguler et de dire comment je fais pour satisfaire ce besoin. C'est souvent des besoins de reconnaissance, des besoins de sécurité, d'appartenance. C'est besoin d'autonomie, ou besoin d'être guidé, etc. Et donc, si on arrive à les identifier, et ensuite expliciter son besoin, finalement, ça enlève déjà énormément de pression. Et savoir faire ça, c'est un vrai atout dans la gestion du stress. Ce qui est aussi un vrai atout, c'est de prendre du recul. Prendre du recul, c'est quoi? Ou quand est-ce que je sais quand j'ai pris du recul? C'est que tout d'un coup, quand je vois les choses différemment et quand je commence à ressentir les choses différemment. Et en fait, je vous ai emmené une image pour partager cette idée de prendre du recul avec vous. Alors, c'est quoi comme... Qu'est-ce que vous voyez? Hein? Un arbre, des cerveaux, des visages. Alors, est-ce que tout le monde le voit? Alors, effectivement, dans l'arbre sont cachés des visages. Hein, vous avez un visage là, voilà, le nez, le front. Vous avez un en face. Ah, vous en avez un autre là. Vous en avez un là aussi, là. Un en face, là. 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 Alors, vous voyez encore un arbre? Oui. Oui, aussi les visages. Ah, et vous voyez, là, on voit les choses différemment. Et c'est ça, vraiment, c'est prendre du recul. Une situation n'est jamais que noire ou blanche. Oui, en bas, vous voyez. Puis je ne les ai jamais comptés, je ne peux pas vous dire. Mais effectivement, prendre du recul, vu que le stress est déclenché par la perception que j'ai de la situation, un grand moyen d'agir, c'est de savoir réévaluer les situations. Une situation n'est jamais uniquement blanc ou noir, elle est faite de plein de facettes, de gris, ou même de rose, ou bleu, ou jaune, ou vert, mais voilà. Et c'est ça aussi une capacité à réévaluer les situations, à réinterroger mes croyances et ma perception de la situation. Alors, quelques exemples de densification psychologique. La densification métaphysique ou spirituelle, selon le choix qu'on a à mettre sur ce terme. Alors ça reprend quoi? Ça reprend en fait déjà une connaissance de soi. C'est de se connaître soi. Qui suis-je? C'est une question un peu métaphysique, hein? Mais qui suis-je? C'est se confronter à soi. Quelles sont mes peurs? Me confronter à mes échecs. Se regarder. C'est aussi. Et c'est aussi un travail sur le sens. C'est qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Qu'est-ce que j'attends dans la vie? Quelle est ma mission? C'est ça aussi, tous des questions autour du sens. Et l'intériorité, c'est en fait, au fur et à mesure, de répondre à ces questions. Mais qu'est-ce qu'on a besoin pour répondre à ces questions?
temps. Et ça, c'est effectivement aujourd'hui un luxe. Encore qu'à Annecy, c'est peut-être mieux qu'à Lyon. Mais effectivement, avoir du silence, c'est un luxe. Et le silence, c'est essentiel pour la construction de soi. Mais c'est des moments de respiration. Et on a besoin de ça. Donc la densification métaphysique, elle travaille là-dessus. C'est de se poser des questions sur soi, d'être au clair avec sa mission, son sens. Mais c'est aussi de s'aménager les moments pour pouvoir continuer ce travail-là. Si je me dis, tiens, je veux évoluer dans mes comportements, faire du farm, ça a besoin de ce temps-là. Donc c'est un axe de travail, c'est ça, clarifier sa connaissance de soi, ce qui fait sens pour soi. Il y a un autre axe qui est plus connu, c'est tout l'aspect physique. Je vous en ai déjà un peu parlé avant. Effectivement, le stress, qu'est-ce qu'il va faire avec notre corps? Des tensions. Je vais ramener tous les membres, généralement mes épaules jusqu'aux oreilles, et j'ai tout mon corps qui est tendu. Et en fait, on a besoin à des moments de détendre son corps. Donc on a besoin de détendre son corps, ça c'est tout ce qui est des exercices du yoga, mais on a aussi besoin d'entraîner notre corps. Je ne sais pas, la dernière fois j'étais quelque part, l'ascenseur était en panne, 8 étages sans ascenseur, je me suis dit bon, je pourrais peut-être développer un peu plus d'exercices. Voilà. C'est aussi notre résistance et on sait que le sport, ça fait de la prévention de dépression, ça fait de la prévention d'anxiété, etc. C'est un facteur essentiel du bien-être et de la gestion du stress. Et puis effectivement aussi tout ce qui est alimentation. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous êtes stressé? Comment vous mangez? Vous mangez vite. On ne mange pas bien. On mange trop. Pas assez. On mange devant l'ordinateur. On mange un peu n'importe quoi. Et donc effectivement, attention, on devrait faire exactement l'inverse. Quels sont les réflexes? Je suis stressée, attends, je vais déstresser, je vais prendre un café. Bah oui, mais en fait, vous voyez, ça ne colle pas. C'est en fait, je vais stresser mon corps. Donc en fait, il faudrait boire des tisanes. Voilà, on s'en donne. Mais effectivement, il y a cette hygiène, c'est ne pas rajouter du stress à son corps et même renforcer son corps pour accueillir du stress. Et ça passe aussi à gérer nos pics de stress. Ça veut dire quoi? C'est aménager des moments de récupération. Quand j'ai un pic de stress, il faut qu'il se passe quoi? Il faut que ça redescende. Et comment ça se passe dans vos organisations, dans votre travail? On a, je sais pas, un embouteillage le matin. Après j'arrive, je suis déjà en retard. Donc je prends vite mon ordinateur, je traite les mails et je téléphone en même temps parce que je fais les mails. Et après, puis il y a mon collègue qui arrive qui a un problème, il a besoin tout de suite de l'aide. Alors je fais, attends, stand-by, et en fait, ça ressemble plutôt à un truc comme ça. Et encore, je suis assez gentille parce qu'on aurait pu faire aussi comme ça. En fait, finalement, on ne prend pas le temps de faire retomber la pression. Et du coup, quel est le risque à la fin de la journée? L'épuisement. J'explose. J'implose. Et on aurait des enfants. Alors, ils n'en ont rien à voir avec notre journée. Ou le conjoint. Ou on se prend au prochain collègue qui passe et qui nous demande un truc alors qu'il n'a rien à voir avec toute la charge. Il se dit, mais pourquoi il réagit comme ça? Alors que moi, c'est mal proportionné. Et effectivement, d'où ça vient ça? C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas veillé à faire ça. C'est quand il y a un pic de stress, c'est de veiller à le faire redescendre. Redescendre, ça peut être plein de manières. Ça peut être de respirer, c'est de faire le tri dans la situation, d'en parler à quelqu'un. Il y a plein de manières et vous connaissez plein de manières de faire retomber le
stress pique. C'est juste on n'y pense pas. Et l'hygiène de vie, hein, l'hygiène du bien-être, bah, elle implique qu'il faut redescendre les pics. Il faut déjà en être conscient. Je vous alerte à ça. Chaque pic de stress doit être pris au sérieux et on doit le faire descendre. C'est l'accumulation de tous ces petits trucs. Et à la fin de la journée, fait qu'on explose, on invente. Donc on a parlé de l'aspect corps. Il nous reste un dernier aspect de la densification, ce qu'on appelle la densification sociale. Alors vous connaissez l'équipe oui, vous connaissez tout ça. Oui, c'est Madagascar. Ouais, des dessins animés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, cette équipe? C'est un vrai collectif, alors qu'ils sont tous différents. Hein? Ils sont vraiment tous différents et en fait, chacun apporte son truc et ils arrivent à faire les choses. Donc c'est vraiment densifier le social, créer le collectif. Et ça, c'est un boulot du quotidien et de chacun. Chacun pour développer les ressources. On a dit le collectif, c'est quand on est ressources pour les autres sont ressources pour soi. Donc, le collaborateur, qui peut être un manager ou un collaborateur, mais il a des personnes ressources autour de lui. Il y a les collègues, il y a le soutien des pairs. Il est là. Dans les formations que j'anime, nombreux sont les personnes qui disent « Mais attends, on va se recontacter après. » Parce qu'effectivement, on a partagé les mêmes grilles de lecture. Donc du coup, on peut s'entraider pour débriefer des situations. Et on voit comme ça, en fait, des groupes qui naissent et qui continuent à faire leur chemin après les formations. C'est parce qu'il y a ce besoin de partage entre pairs. Ensemble, on regarde un problème, et puis l'autre a peut-être d'autres idées, et puis vous arrivez à prendre du recul et à développer des manières de faire peut-être très judicieuses. Donc, vraiment développer le soutien transversal entre pairs. Mais aussi le soutien avec le manager. Les études montrent clairement que le soutien qui régule le plus, c'est le manager. Et la relation est extrêmement importante pour qu'on puisse être soutien, qu'on puisse être ressource. Puis dans l'organisation, vous avez évidemment d'autres fonctions. Vous avez des fonctions ressources humaines qui sont des ressources à un moment. Le médecin du travail, quand il y a vraiment des grandes difficultés, c'est une vraie ressource aussi. On a aujourd'hui aussi l'assistance sociale qui a été mise en place chez Amalia. Vous en avez parlé tout à l'heure. SIA, c'est un numéro vert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où on peut appeler quand on est en difficulté. Il y a des psychologues à l'autre bout qui sont là pour vous écouter. Donc c'est ça aussi, à un moment, c'est de créer un véritable tissu de soutien. Pour prévenir quoi? Prévenir l'isolement, parce qu'on crée du lien. Et ça, c'est aussi de la prévention. C'est de la prévention du risque, hein, de la souffrance, mais c'est aussi du développement du bien-être, parce qu'effectivement, un collectif soudé, bah, ça va se nourrir mutuellement, et du coup, on va arriver à quelque chose qu'on nomme l'intelligence collective, voilà, et à avoir vraiment une performance collective. Donc c'est un autre axe à travailler, c'est la densification. Donc, en résumé, pour vraiment s'aguerrir, pour mieux gérer son stress, en fait, il y a 4 axes à développer. Le psychique, le côté métaphysique, et on doit tous se poser un moment avec ces questions-là. Développer son physique. C'est notamment ça, généralement on fait la croix dessus. L'agenda devient de plus en plus important. Mais non, c'est un important régulateur qu'on ne peut pas lâcher. Et puis, tout ce qui est densification sociale du collectif, du réseau de soutien. Comment? Le résilient, c'est... Oui, il faut m'arrêter. Il y en a d'autres qu'on aurait pu inclure, mais voilà, effectivement, ma motivation, vous savez bien, c'est cette capacité de motivation qui vient de l'intérieur, hein, qui est extrêmement fort par rapport, on sait très bien que les motivateurs externes, je crois que c'est carotte,
Ah oui. En fait, c'est de très courte durée. Les vrais motivateurs, c'est des motivateurs internes. C'est pas des carottes une fois on l'a mangé. Plaisir à très court terme. Donc voilà, c'est les pistes à développer. Alors du coup, en ce dernier temps de la conférence, voilà pour partager aussi encore un dernier élément autour des trucs et astuces. Là, vous avez plutôt des axes de travail, alors que là, ça va être plus des trucs que vous pouvez appliquer. Alors, effectivement, c'est aussi de partager avec vous autour des émotions positives. Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la psychologie positive, et sans aller dans le, c'est pas un monde de bisounours non plus, mais on sait que les émotions positives ont des vertus. C'est pas pour autant il faut diaboliser les émotions négatives. Ah, des colères, c'est bien, ça nous dit il y a des limites qui ont été dépassées. Attends, je t'exprime que, en fait, j'ai de la colère parce que tu as empiété sur mon espace. Et donc je te montre la limite, et l'autre dit, ok, merci, tu m'as montré la limite, maintenant je sais qu'elle est là, et je vais m'adapter. C'est très simple aussi. Mais là, j'attire votre attention à un rôle spécifique que sont les émotions positives. Les émotions positives, ils ont en fait la vertu de faire tampon au stress. Vous avez du stress, et en fait ils vont stopper, notamment la joie, elle va stopper la libération du coup de l'adrénaline. Donc en fait, c'est des émotions qui vous permettent aussi, à un moment, de apaiser le stress. Mais ils ont des vertus. Quelles sont les vertus? Ou autrement, pourquoi ça vaut le coup d'être heureux? Voilà, quand on est heureux, effectivement, on va être plus sujette à créer du lien. On sait très bien, vous savez, à un moment, vous avez une personne qui est triste. Au début, vous allez créer du lien. Mais qu'est-ce qui arrive à un moment? On s'essouffle. Et ça, on l'observe. Hein? Et on observe que les personnes heureuses, ils ont en fait un réseau social plus étendu, ils créent plus facilement du lien. Donc c'est une émotion qui est dans l'ouverture à l'autre. Ça vaut le coup d'être heureux pour ça. On sait que aussi ça a un impact positif sur la réussite professionnelle. On sait que les gens qui sourient davantage dans les entretiens de recrutement sont davantage recrutés à compétences égales. Je continue sur les vertus. Il y a aussi une vertu, c'est qu'en fait, quand on est heureux, on va être beaucoup plus dans la créativité, dans la création de liens entre idées, dans l'innovation, et on va pouvoir aborder les choses d'une manière globale. Donc ça, c'est aussi, dans certaines situations, bien vertueux. En termes d'engagement, les personnes qui sont heureuses, qui ont de l'intérêt, qui ont de l'espoir, ils vont être beaucoup plus engagés dans les activités. Aller chercher les détails, mieux comprendre le truc, apporter plus de soins, etc. Ça, c'est aussi une vertu. Quand j'ai de l'intérêt, on appelle ça, c'est le flow. Le flow, c'est l'expérience optimale au travail. Ça survient à un moment, on oublie le temps. Vous êtes dans une activité comme ça, vous vous plongez dedans, vous oubliez le temps et vous créez un truc. Ça vous est arrivé? Oui. Je vois ça chez ma fille, parfois, je suis jeune maman, alors je trouve que c'est merveilleux d'observer les enfants, mais elle est comme ça, elle crée sur la table de la cuisine, et moi tout d'un coup, voilà, mais attends, on va mettre la table, un truc genre très terre à terre, et en fait elle m'entend pas. Et au début je me disais, mais elle fait exprès, elle a une mauvaise intentionnalité, elle n'a pas envie. Et non, en fait elle était dans son flot, ouais, elle était tout simplement là-dedans. Et c'est ça aussi, les émotions positives, ils favorisent ça. Mais j'y suis peut-être pas encore à l'âge de 3-4 ans. Ça va venir après. Mais pour l'instant, j'ai pris plutôt cette option-là. Alors, du coup, vous êtes beaucoup plus dans l'exploration, dans l'engagement, etc. Et c'est extrêmement vertueux aussi. Et puis, un autre, encore pourquoi ça vaut le coup d'être heureux. On sait que ça a un impact sur le système immunitaire. En fait, ça va renforcer nos résistances. Ils ont fait des études comme ça, je vous sors des études un peu rigolos. C'était sur des nonnes. Et en fait, ils avaient pris les lettres de motivation pour rentrer dans un monastère.
affectives. Ils ont pu étudier ça, en plus ils sont quand même suivis, donc on avait des informations sur ces notes. Et on voyait qu'en fait, ceux qui étaient le plus positifs avaient une longévité plus grande. Pourquoi? Parce qu'en fait, les études montrent clairement que les émotions positives stimulent positivement notre système immunitaire. Oui, c'est sûr. On sait qu'aujourd'hui, des ruminations, des colères qu'on traîne, les colères, ça a un impact fort sur des maladies cardiovasculaires. Parce que la colère, ça augmente ma tension sanguine, et à un moment, je vais avoir un risque de problème cardiovasculaire. Donc voilà, 4 bonnes raisons de promouvoir les émotions positives. Alors du coup, comment? Truc et astuce. Première chose, c'est de veiller à son équilibre. On a beaucoup parlé d'équilibre aujourd'hui, et là encore, c'est un équilibre. C'est pas dire, il ne faut pas du tout les événements négatifs, non. Si ça existe, ça fait partie de la vie, etc. Et ça permet de réaménager les relations. Ils ont leur place. Par contre, quand j'ai un événement comme ça, en fait, pour revenir à mon capital bien-être, il me faut 3 émotions positives. C'est pas évident, hein. C'est quand même pas... La balance. Il faut se mobiliser. C'est du coup, voilà, 3, vous avez une dispute, un conflit, et après, c'est est-ce que vous veillez à vous remettre dans un état positif? Généralement, on continue à le ruminer. Moi, j'ai parfois cette tendance à ruminer. Et du coup, en fait, ça, c'est pas la stratégie la plus favorable à notre qualité de vie. Une stratégie favorable, c'est de dire, ok, c'est arrivé. Maintenant, attends, il y a des choses, je suis fière dans mon boulot, il y a des choses qui se passent bien. J'ai peut-être un conflit avec une personne, mais on est, voilà, on est 33, 35, voilà. Peut-être que ça se passe bien avec eux. Voilà. Essayer de se ressourcer sur ces émotions-là. Donc, veillez à votre équilibre. Il y a un auteur qui a dit comme ça, il dit 3 kiffs par jour. Vous avez vu ça dans la presse, non? Voilà. Et là, c'est un peu, moi je vais aller encore plus loin. C'est pas 3 par jour, je trouve que c'est un peu radin. Vous voyez, vous pouvez aller plus loin. C'est un événement déplaisant. Veillez à revenir dans une zone de bien-être. Et puis, il y a encore un dernier truc et astuce, en fait. C'est on est très souvent sujette à ruminer les émotions négatives. C'est un peu, ah oui, là, j'ai pas été à la hauteur, j'aurais pu quand même faire mieux, et si j'aurais pas dit ça, et si j'aurais dit ça, et puis vous refaites le film. Et après, parfois, ça va même jusqu'à vous n'arrivez pas à dormir. Ou même vous vous réveillez la nuit. Vous essayez de faire un truc, et en fait, vous êtes tellement happé par cette rumination que vous n'arrivez pas du tout à votre conscience. Et en fait, on peut aussi ruminer les émotions positives. Dans ta nuit, mais en fait, on le fait très rarement. En fait, qu'est-ce qui arrive? C'est que quelqu'un vous félicite pour un travail. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, t'as vraiment super. Hein, là, ce que tu m'as donné, super, bravo, merci. Et vous faites quoi après? Vous faites autre chose. Et en fait, ce que je vous invite, c'est de vous arrêter. Et même au niveau collectif. Yes individuel, mais c'est yes collectif aussi. Savourer collectivement ces moments. Et ça, c'est extrêmement important aussi. On est quelque part, vous savez, toutes ces choses-là, on est programmé en fait pour voir le verre à moitié vide. Pourquoi? Parce que le stress, les émotions, c'était pour nous permettre de survivre. Donc il était beaucoup plus important de voir les dangers. Vous voyez, on vivait dans des grottes, il fallait d'abord voir l'ours, il fallait voir d'abord qu'on n'a plus assez de nourriture, avant de se dire, oh le feu, qu'est-ce qu'il est beau. Vous voyez, il fallait d'abord voir le verre à moitié vide, pour la survie. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ces problématiques-là. Je ne sais pas qui entre vous a un problème de remplir le frigo. Peut-être quand c'est trop tard, on est rentré trop tard. Mais c'est pas tous les jours non plus. C'est pas les questions. Voilà. Mais il y a un vrai enjeu de s'arrêter sur ces moments d'émotion positive. Et c'est un peu ce qui va aussi faire le temps aujourd'hui.
On va vous permettre, dans les ateliers, vous allez vous arrêter aussi sur qu'est-ce qui fait qualité de vie au travail. Vous allez vous arrêter sur ces moments-là et développer votre capacité à s'arrêter, à savourer ce moment. J'ai un peu teasé. Pour qu'on ait encore assez de temps d'échanger, je vais rapidement faire une mini-conclusion et puis qu'on profite du temps pour encore échanger. Alors, ce qu'on a essayé, j'espère que vous l'avez ressenti, c'est de commencer par parler en même langage, parce que c'est le acte numéro 1 de la prévention. C'est qu'on met tous les mêmes choses derrière ce que c'est. Maintenant, quand on parle qualité de vie, vous savez bien que c'est quelque chose qui dépasse l'individu. Vous savez qu'il y a des facteurs ressources et qu'il y a des manifestations. On a ces idées-là maintenant. Vous voyez que c'est un truc dynamique. Pour être bien, on a des contraintes, oui, mais on a aussi des facteurs de plaisir, on a des ressources, et c'est cet équilibre-là qui va faire qu'on va fonctionner bien au niveau individuel et collectif. Donc on a eu ce temps de partage, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est le stress. Mais on a eu surtout envie aussi de partager avec vous autour des trucs et astuces pour vous permettre au quotidien, via peut-être quelques pistes, d'accroître votre qualité de vie au travail. Et je garde mon idée aussi de la diffuser autour de vous. De diffuser cette qualité de vie au travail au sein de vos collègues et au sein de la Tamalia, dans vos vies. Et pour que ça marche, il faut que tout le monde s'y mette. C'est une responsabilité individuelle de se dire, ok, j'ose de voir le verre à moitié plein. J'ose de dire ce que j'ai besoin. Je m'exprime. C'est une responsabilité collective de l'accueillir et de construire avec ça. Il y a le management qui est là aussi pour veiller à son propre bien-être, mais aussi pour réguler et accompagner tout ça. C'est aussi les dirigeants, c'est les partenaires sociaux, c'est les acteurs externes, internes, mais c'est une démarche de tous. Et pour que ça marche, il faut que tout le monde s'y mette. Et je crois l'idée de faire une conférence, des ateliers, d'avoir une journée dédiée pour vous, c'est un bel début pour vous mettre tous en marche sur cette idée de la qualité de vie au travail. Je ne devrais peut-être pas dire d'idée, mais sur cette pratique, parce que idéalement, ce n'est pas juste une idée, mais que ça devienne vraiment des pratiques au quotidien. Voilà. Donc du coup, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie grandement pour votre attention et le temps qui nous reste, on va le consacrer surtout à des questions, à des envies d'approfondissement que vous avez. Sachant que je vous ai mis quand même aussi des petites pistes de lecture si vous avez envie d'aller plus loin, plus ou moins grand public ou plus ou moins scientifique. Donc si vous voulez des articles, je peux aussi vous les transmettre. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup.